Combien on est? 26 octobre. 26 octobre, tout à fait. Nous sommes en mode revue de presse et on commence chez Tela Botanica, l'art de l'illustration botanique Anastatica hierokuntica, la rose de Jéricho. Ah ouais, ça c'est bien ça. On va aller voir ça. Paf. Claude Lemel nous propose, alors bien en arrière, hein, la musique, pas, hein, c'est pas vous la star. C'est le visuel aujourd'hui. Claude Lemel nous propose une rétrospective sur l'illustration botanique au travers d'une espèce, Anastatica hierokuntica, la rose de Jéricho. Comment représenter une plante? Les techniques sont multiples. La première image, c'est celle que son nom évoque par comparaison, par association d'idées. La seconde, c'est la plante elle-même, séchée et fixée sur une feuille de papier pour former une exicata. Tout à fait. Puis viennent le dessin au trait, le dessin rehaussé de couleurs et aujourd'hui la photographie. Anastatica, j'y arriverai pas. La rose de Jéricho est une petite plante du désert, verte. Elle forme une rosette plaquée sur le sol. Lorsqu'elle sèche, ses tiges se recourbent vers l'intérieur. Les botanistes arabes lui ont donné plusieurs noms qui comparent ces tiges recourbées aux doigts d'une femme ou aux serres d'un faucon. Oh ben bravo l'image! D'accord, donc un petit extrait de quoi? Du livre des simples de Ibn al-Baytar. Oula. Abd Allah ibn Ahmad al-Malaki. Malaki, comment ça? D'accord. Et un extrait du glossaire de la matière médicale marocaine du XVIIIe siècle. Incroyable. Les premières gravures au temps de l'imprimerie. Ah, très belle gravure. C'est quoi? La rose de Jéricho, planche extraite du Plantarum Seum Stirpium Myconès de Lobel, XVIe siècle. Ah oui, quand même. Bien, c'est très beau. Avec la Renaissance apparaissent les premiers livres de botanique. J'ai pas pris de bouteille d'eau, vous le croyez ça? Ah bah, avec la Renaissance apparaissent les... Pouf pouf. Avec la Renaissance apparaissent les premiers livres de botanique imprimés et illustrés de gravures sur bois. L'image ci-dessus, hein, donc celle qu'on vient de voir, est tirée du Plantarum blablabla, oui bien sûr. À gauche, la plante sèche est parfaitement représentée. Cette plante était bien connue en Europe car les pèlerins la rapportaient de Palestine, d'où son nom de rose de Jéricho. Lorsque la plante sèche est mise à tremper dans l'eau, ses branches s'ouvrent, puis lorsque la plante sèche à nouveau, elle se referme. Les chrétiens y voyaient un symbole de renaissance après la mort et plus tard, elle recevra le nom scientifique de Anastatica, ce qui veut dire résurrection en grec. Donc à gauche fermé, à droite ouvert. Mais on va aller voir des photos après. L'image de droite représente une plante couverte de feuilles, ce qui est tout à fait contraire à la réalité. L'artiste de l'époque ne pouvait pas savoir que cette plante est annuelle et que même si cette tige s'ouvre et se ferme avec humidité, elle ne reverdit jamais. C'est un premier biais des dessins. Les artistes dessinent parfois davantage ce qu'ils savent ou croient savoir plutôt que ce qu'ils voient. Et inversement, ils peuvent omettre de figurer des détails importants qu'ils n'ont pas remarqués. Oh! Gravure du XVIIe siècle. Donc la rose de Jéricho à gauche ouverte, à droite fermée, et en bas, mélocactos. C'est quoi un mélocactos? C'est un coussin de belle-mère? Donc, blablabla, à partir de la fin du XVIe siècle, les princes et les rois font établir autour de leur château des jardins d'agrément où sont transplantées toutes sortes de plantes exotiques rapportées par les expéditions maritimes qui sillonnent les océans. Les artistes peuvent alors dessiner les plantes d'après des spécimens vivants. Et c'est vrai que ça aide bien quand même. Hein. Salut Natokino, bonjour Monsieur Nature, bonjour les chats, et bien bonjour à toi, bon réveil, bienvenue. Comment ça va bien ce matin? Le dessin de gauche, donc qu'on vient de voir, hein, représente... le dessin de gauche est dessiné d'après une plante vivante dont les fruits portent encore des petites ailes qui tombent lorsque la plante libère ses graines. Ah, et ben on ira voir ça. Des petites ailes? Ah bon? Ah non, mais je vais péter un câble, le tut-tut il va pas être là toute la matinée quand même. Le dessin de gauche est dessiné d'après une plante vivante, oui, blablabla. Le dessin de droite montre une plante avec des tiges élancées et aérées. Cette modification du port est vraisemblablement due à la différence de climat entre les déserts d'origine et la fraîcheur humide de l'Allemagne, puisque c'est issu d'un ouvrage qui illustre les plantes du jardin du château d'Eichstatt en Allemagne. Ah, Natokino qui est au café, bravo, joyeux café à toi, pas trop de sucre. Hein. L'industrialisation de l'imprimerie est l'âge d'or des livres botaniques.
À partir du 19e siècle, le progrès de l'imprimerie, gravure sur l'acier et la lithographie permettent d'éditer à des prix raisonnables des livres pour un large public. La lithographie, alors oui, lithographie c'est l'utilisation de pierre. On fait un dessin sur une pierre, on y met des encres, on passe une feuille sur la pierre qui a été ancrée et ça fait des superbes dessins. D'ailleurs, il faut que je finisse ce montage du chant de la pierre, vous faites bien de me le rappeler, merci. Du coup, voici dessin extrait du dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature 19e siècle. C'est très beau. Et donc, la rose de Jéricho, représentée de manière étrange, mais c'est incroyable. J'entends le tut-tut même à travers mon casque. Au secours. Donc le dessin ci-dessus tiré du dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature. Ah, si on l'avait abrégé, ça à l'époque, ça aurait donné le DPHNPN. Le DPHNPN, tout à fait. On y voit un arrière-plan égyptien de pyramides et de caravanes de dromadaires et un pied d'Anastatica déraciné, donc la rose de Jéricho. Ce pied est là pour illustrer ce qui a été rapporté par les voyageurs. À la bonne saison, des milliers de ces boules végétales poussées par les vents filent au travers des plaines, roulant, bondissant, à grand bruit, à la stupéfaction du cheval et de son cavalier. Ah bon? Mais c'est pas au Far West alors ça? Incroyable. La vraie bouboule de plantes qui roule, c'est en Égypte et pas au Far West. Et de s'émerveiller devant cette adaptation qui permettrait à la rose de Jéricho de diffuser ses graines sur de longues distances. C'est vrai que ça, en termes d'anémogami? Non, c'est pas anémogami. Si? Non, l'anémogamie, c'est le mode de dispersion du pollen qui utilise la force du vent. D'accord. Dispersion des fruits par le vent. Est-ce que ça existe en fait? L'anémochorie. Bah voilà, j'étais pas loin. J'étais pas loin. La dispersion des graines se fait par le vent. Elle se fait donc de manière aléatoire. C'est un mode de dissémination le plus couramment rencontré chez les plantes, puisqu'on estime qu'il est présent chez 90% des espèces végétales. Donc, l'illustration parfaite, c'est le fameux pissenlit. Hein, mais là, c'est juste la... Allô? C'est juste la graine qui s'envole. Elle s'envole, elle s'envole. C'est quoi ça? Oh. Ah oui, mais il n'y a pas les termes techniques, c'est dommage. Donc ça, c'est de l'anémochorie, mais c'est juste la graine qui s'envole. Donc la rose de Jéricho, elle a poussé le concept vachement plus loin. C'est la plante entière qui s'envole. J'adore. Cette histoire a été répétée de livre en livre par les auteurs les plus dignes de confiance. Ah, je sens venir le twist où c'est pas vrai. Mince. Donc cette histoire a été répétée de livre en livre par les auteurs les plus dignes de confiance depuis De Candolle. Alors, on va aller voir ses prénoms parce que De Candolle, si je me souviens bien. Augustin Pyramus de Candolle. À côté de ça, on a tous des noms sans intérêt. Hein. Voilà. Mais il nous domine. Regardez, ça se voit de toute façon à sa tête. On dirait Alain Chabat. C'est un ancêtre d'Alain Chabat, je suis sûr. Augustin Pyramus de Candolle. Né à Genève et mort à Genève. Ah, ça c'est de la régularité. Botaniste suisse, bravo. Fondateur de la géographie botanique. Ah, très bien. Il est le père d'Alphonse Pyrame de Candolle. Non mais vous voyez, c'est traditionnel. Quand tu as des prénoms comme ça, tu ne peux que devenir botaniste. Donc pour moi c'est foutu, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, je me disperse comme la plante. Du coup, cette légende a été répétée de livre en livre par des botanistes de confiance, de Candolle jusqu'à Ozanda, au XXe siècle quand même, dans sa flore du Sahara. Sauf que cette histoire n'est qu'une légende. Ah, ben voilà, on nous fait rêver, moi j'y crois, et après je suis déçu. Anastatica est solidement fichée en terre par sa racine pivot. Ses adaptations pour diffuser ses graines sont encore plus surprenantes. Incroyable. Les pieds déracinés que l'on trouve dans le commerce l'ont été par des bergers qui collectent cette plante pour le compte des herboristes. Ah, ça ressemble un peu à du gui, vu comme ça. Bon, on ira voir des photos, ce sera plus... ouais, bon. Ça, c'est un gui qui va bien, puis ça, c'est un gui qui a souffert. Mais les représentations des fleurs sont incroyables. Avec les poils partout. Voilà. Ça, c'est intéressant d'avoir... c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la plante sous les yeux, pour voir les poils. Hein. Planche numéro 4400. Ah oui, de la revue anglaise Curtis Botanical Magazine. Le magazine botanique de Curtis.
qui date du milieu du 19e siècle. La vérité sur la dispersion des graines d'Anastatica, on peut commencer à l'entrevoir dans la planche numéro 4400 de la revue anglaise que je viens de citer, qui est consacrée à la rose de Jéricho, dans sa livraison d'octobre 1848 exactement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on voit. C'est un ouvrage sérieux dont les dessins sont exécutés d'après nature. D'après qui? Nos dessins... Ah, attends. Our figures... avec l'accent français, c'est mieux. Our figures are made in part from a specimen out from Mr. Borer Garden at Enfield and in part from the Royal Garden of Kew. Voilà. Donc nos dessins ont été faits à partir de spécimens d'échantillons spécimen out, je sais pas, d'échantillons offerts, donnés, provenance du jardin de Monsieur Borers à Enfield et en partie du jardin royal de Kew. Comment ça, les profs d'anglais en PLS? Mais pas du tout, Sacha. Je peux même te le faire avec des accents. Tu veux l'accent indien? Our figures are made in part of from specimens out for Mr. Boris Gardens. I'm so very happy to be here with you today. Yes, of course. Quoi, tu veux que j'essaye de le lire avec un bon accent anglais? Il me faudrait du thé au citron. Ça permet de... En fait, les Anglais ont cet accent parce qu'ils boivent du thé au citron. Du coup, il y a toutes les lèvres et la bouche qui sont toutes tendues comme ça. Et c'est vachement plus facile pour parler en anglais. Merci, quel talent. Attends, je me concentre. J'ai pas été chercher de l'eau, c'est incroyable. Our figures are made in part from... Qu'est-ce que j'ai ce matin? Our figures are made in part from specimens out of Mr. Borer's garden at Enfield and in part from the Royal Garden of Kew. Yeah, man! Bully vibration, man! Donc le Curtis reprend à son compte la légende des plantes roulantes, mais il donne pour la première fois des dessins très précis des fruits. La planche a été réalisée dans le grand style du 19e siècle. La plante est représentée en entier et en couleur, et même ici 2 fois pour l'état vif et l'état sec. Et tout autour, il y a des dessins gravés en noir qui détaillent l'anatomie de la fleur et du fruit aux différents stades de leur croissance. Et ça, c'est toujours... voilà. Salut cheval, bonjour à toi, comment ça va bien? Est-ce que tu passes un bon début de milieu de semaine? Et qui nous dit avec la touche de lait dans le thé. Oui, si tu veux, tu peux mettre du lait, mais ce qui est important, c'est surtout le citron. Histoire d'avoir d'être tout tendu comme un anglais en fait. Bon bref. Pour des raisons d'encombrement et d'esthétique, les dessins de détail sont disposés sans ordre logique dans les espaces laissés libres par la plante en pied. La compréhension de ces détails est encore compliquée par le fait que les légendes ne figurent pas sur la planche, mais sur une autre page. En effet, à l'époque, et jusqu'à la fin du XXe siècle, les dessins n'étaient pas imprimés sur les mêmes presses et donc sur les mêmes pages que les textes. Donc la fleur, le pétale, très bien. La fleur, d'où les sépales et les pétales ont été retirés. Le jeune fruit. Donc pourquoi on sait que c'est le jeune fruit? Parce que les étamines sont fanées. Normalement, si les étamines sont fanées, c'est que y a des chances que la fécondation ait eu lieu, temporellement en tout cas. A ripe fruit, c'est quoi un ripe? Ripe? Mûr, d'accord, un fruit mûr. Un fruit mûr, et le même fruit mûr avec une valve qui a été retirée donc pour permettre la visualisation des graines, des fruits, des ovules, bref, à l'intérieur. La graine et l'embryon magnifié. Pardon, je vais traduire mieux. L'embryon majestuatisé. Majestuatisé, oui c'est ça. Ci-dessus, les dessins ont été reproduits dans leur ordre logique et avec leur légende, donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Les dessins sont précis, le texte descriptif l'est aussi. On l'a pas traduit, mais bravo. Ovary, stellature, pubescence, two-valved. Each valved spuriously, yes, two-celled. The valve in the state of the ovary, obscurely auricled with auricles. Quoi? Je vous laisse traduire si vous avez envie, mais en gros, c'est ce qui est marqué ici et ce qu'on vient de lire, hein, calmez-vous. Ces dessins et cette description sont les meilleurs qui existent jusqu'à aujourd'hui. Ah d'accord. Ça c'est le mieux qu'on puisse faire. Bah, c'est pas mal, quand même. Ça date du 19e quand même.
Mais patience, il faut encore attendre plus de 120 ans pour que Théodore Monod... Théodore Monod, hein? Évidemment, qui ne connaît pas Théodore Monod? Mais non, pas des emojis, au secours. Paf. Théodore Monod, scientifique, né en 1902 à Rouen et mort en novembre 2000 à Versailles. Est-ce que c'était important? Novembre, je ne sais pas. Comment était défini? Scientifique, naturaliste, biologiste, explorateur. Ah, j'aimerais tellement que ma fiche Wikipédia mentionne ça quand je serai mort. Érudit et humaniste français, grand spécialiste des déserts, l'un des plus grands spécialistes du Sahara au XXe siècle. Bon nombre de ses 1200 publications sont considérées comme des œuvres de référence. 1200 publications. Voilà. Pour Jean Dorst, je ne sais pas qui est Jean Dorst, mais bon. Ornithologue français, d'accord. Théodore Monod a été bien plus qu'un savant naturaliste à la curiosité toujours en éveil. C'était un humaniste au vrai sens du terme, un penseur, un philosophe et un théologien. Oh. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Théodore Monod, comme moi, n'hésitez pas à aller découvrir son travail. Théodore Monod, on l'entend que d'un côté, bah apparemment oui, hein, parce que... Ah ganouche, un jeu de mots. Apparemment oui, puisque personne ne le connaît aujourd'hui alors que ça a été l'un des plus grands spécialistes des déserts. Qu'est-ce qu'il nous faut hein, au 21e siècle, pardon, au 22e siècle qu'est-ce qu'il nous faut plus que des spécialistes des milieux désertiques? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Cheval qui dit je vais nickel, je dois dire encore mieux après avoir entendu l'accent anglo-indien. Oui, 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 c'est oui. Oui, oui. Et encore, j'ai perdu, là, je me rends compte que je ne me suis pas assez entraîné quand j'étais lycéen. Je peux vous dire que mes profs d'anglais, ils en pouvaient plus, quoi. Parce qu'en fait, ma prononciation était rigolote, mais en fait, j'arrivais à parler anglais, j'arrivais à comprendre, à discuter. And this is so very beautiful to speak with an English teacher all the day with this beautiful accent from India. Yes, my friend, no problemo. Mono, c'est à lire. Oui. Bah oui, oui, alors si on va sur curiosité, c'était quoi? Publication? Ah, il n'y a pas le raccourci. Biographie, œuvre littéraire, tiens, pouf, allez, tiens. Et ça, c'est que ce que Wikipédia a retenu. Ou c'est la totale, je sais pas. Voilà. La bibliographie scientifique de Théodore Monod comprend environ 700 références scientifiques allant du sujet de sa thèse, les gnatidés. Ah oui. Ah! Il a travaillé sur une famille de crustacés. Ah, bah, des grands bien lui fassent. Salut Calici, bonjour, bienvenue, comment vas-tu? Est-ce que la journée commence bien pour toi de ton côté? Bien vu, j'y avais pas pensé. Ah bah non, pardon, excusez-moi, ça ne me concerne pas. Donc 700 références scientifiques, n'est-ce pas? Les scaridés. Il a travaillé sur les poissons aussi. Attendez, c'est un spécialiste du désert qui travaille sur les poissons? C'est bien raisonnable ça? Et Calici va bien, et moi, ben moi ça va. J'ai réussi à me réveiller aujourd'hui, donc c'est mieux que lundi. Et non, j'ai bien dormi. Voilà, malgré la lune noire, j'ai bien dormi, donc ça pète le feu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? La mort de la baleine rouge, oui. Méharé, exploration au vrai Sahara. Et le dernier, dictionnaire humaniste et pacifiste. Ah, j'aime beaucoup regarder les premiers et derniers. Hein. Le garçon, il est parti de la baleine rouge, nouvelle historique, et il finit sur un dictionnaire humaniste et pacifiste. Bon. On s'éloigne du sujet, là, encore une fois. Allô? Ah oui, c'est là. Ah, Calici a une nuit mouvementée et difficile. Aïe! Tu veux en parler? Mais si tu veux en parler, libre à toi. Libre à 3. Mouvementé et difficile. Libre à 3. Non, ne partons pas là-dessus, tu as raison. Une nuit mouvementée, bah tu es peut-être sensible à la pleine lune. Enfin, à la lune noire, pardon. Du coup, Théodore Monod explique en détail comment les graines sont dispersées. Alors ça, c'est quoi? Planche extraite de... Ah, vous voulez un accent allemand maintenant? Die Pflanzenwelt Afrikas? Le monde des plantes africaines. Incroyable. Du mal à m'endormir et beaucoup bouger. Ah, ça peut être l'effet de la lune noire, en effet, Calici, ça. Bonjour, monsieur Pilon. Bonjour à tous. Bonne fête de la musique. Comment ça? Mais monsieur Pilon, mais je sais que vous avez fait la fête ce week-end, mais vous n'êtes pas décalé à... Vous n'avez pas perdu les 4 derniers mois quand même. On n'est pas en juin.
Donc une magnifique planche gravée sur acier caractéristique des encyclopédies botaniques de la fin du 19e et début du 20e siècle. Cette planche est tirée de Die Pflanzenwelt Afrikas, 1910. Bon, on peut ne pas forcer le trait aussi quand on fait l'accent allemand. Die Pflanzenwelt Afrikas, ça marche très bien, c'est donc le monde des plantes africaines. Un des nombreux volumes de l'œuvre monumentale de Engler, un botaniste allemand qui dirigeait le jardin botanique de Berlin. Dans cette planche, il réunit notre crucifère. Ah bon? Anastatica hierokuntica, hein, donc la rose de Jéricho, et Odontospermum pygmaeum, une composée aujourd'hui nommée Palenis hierokuntica. Voilà. Ah mince, je me suis trompé, tant pis. Oh non, je peux te mettre de la fête de la musique. Oh. Vous voulez vraiment ça? Vous voulez vraiment que je pète un câble dès le matin? Bon, vous en faites pas, hein, je vais mettre ça et puis juste après, sur YouTube, on n'entendra plus le son parce qu'on n'a pas les droits. Ah si, domaine public, on essaye. Ah bah c'est fini, il n'y a plus de revue de presse, désolé. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que vous me faites faire? On peut peut-être se laisser en arrière-plan. Non, 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 c'est pas, je vais pas arriver à me concentrer si on laisse ça en arrière-plan. Allez, en mode chill. Voilà, très chill. Oh, je suis essoufflé, ça y est, c'est fini. Bah, je suis sûr que quelque part dans le monde, c'est la fête de la musique. Bah non. Bah non, monsieur Pilon. Regardez. C'est vous qui êtes décalé, c'est tout, voilà. Fête de la musique Paris. Non, surtout pas Paris, ça va pas quoi. À propos de la fête de la musique. La fête de la musique a lieu à travers le monde le 21 juin. Paf! Principalement le soir et la nuit, jusqu'au lendemain. Hein. Voilà, donc la fête de la musique, histoire, elle était imaginée en 76 par Joël Cohen, qui travaillait pour France Musique. Joël Cohen, incroyable. Bref, blablabla. En 81, André Henry, hein, nommé ministre du temps libre. Ah bon, ça existait ça? Organise la fête de la musique et de la jeunesse pour célébrer l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Ah bon? Et c'est pas Jack Lang? Pourquoi j'avais Jack Lang Ah bah si. D'accord. D'accord. Le projet de Cohen a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'Ouest parisien et à Toulouse. C'est rigolo ça. Dans l'Ouest parisien et à Toulouse. Comme quoi, quand on dit Toulouse la capitale, c'est pas pour rien, hein. J'aurais dit Jack Lang aussi, oui. Mais du coup, réalisé le 21 juin 1976 dans l'Ouest parisien et à Toulouse, et dans un reportage consacré à l'origine de la fête, hein, Jack Lang a remercié Joël Cohen pour son idée. Ah oui, donc il a piqué l'idée. Ah ben bravo Jack. Bon, bref, on s'éloigne du sujet. On en était à la rose de Jéricho. Hein. Donc sur cette planche, il réunit deux plantes. Très bien. Et qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, on était en train de regarder, enfin l'article regarde la différence des noms latins. Alors là, c'est pour les professionnels. Pardon, il y en a une qui s'appelle Hierokuntica. J'ai une bubule qui passe pas alors que j'ai pas bu de bubule, c'est bien normal ça. Et l'autre, ça s'appelle Hierikuntica. Donc dans une, il y a le O et dans l'autre, il y a un I. Pourquoi un O et un I? Il faut croire que la botanique, qui est souvent une science inexacte, c'est aussi parfois... parfois une science peu logique. Voilà.
Voilà l'explication de pourquoi là en latin il y a un O et dans l'autre nom il y a un I. On est inexact et peu logique. Bravo. Mais ce rapprochement, lui, a une logique. Dans les deux cas, en présence d'humidité, une partie de la plante se déforme. Les tiges pour l'une, les bractées pour l'autre. Et ouvre la voie à la libération des graines. A contrario, lorsque l'aridité revient, la déformation de la plante s'inverse et contribue à protéger les graines. Ça marche aussi, ce phénomène, avec les tournesols. Vous savez, si le tournesol il tourne justement face au soleil, c'est parce qu'en fait les rayons du soleil vont venir dessécher. Alors là, je représente le tournesol. Mon poing, c'est le tournesol, mon bras, c'est la tige. Et en fait, quand le soleil est face au tournesol, c'est les cellules face au soleil qui sont desséchées. Et quand le soleil tourne, c'est les cellules qui sont un peu sur le côté qui se dessèchent. Et du coup, quand une cellule se dessèche, elle rétrécit. Et donc forcément, il y a un mouvement de torsion qui s'opère, puisque d'un côté, les cellules sont plus courtes, et de l'autre, elles sont en train de se réhydrater, donc forcément, elles sont plus souples et étirables. C'est incroyable. La contrepartie de cette déformation, de cette adaptation, est que les graines ne sont pas toutes libérées en une seule fois, mais peu à peu, sur plusieurs années. Ah bon? Moi, j'aurais dit que c'était plutôt un avantage, mais voyons. Dans des climats aussi irréguliers et imprévisibles que ceux des déserts, c'est un grand avantage. Ah oui, donc c'est une contrepartie avantageuse, c'est bien ce que je disais. Voilà, ABCDEFGH, calque original de la planche dessinée par Nelly Paté pour la flore de l'Afrique du Nord, de René Maire. Ouah, c'était des femmes qui dessinaient dans des ouvrages qui portaient des noms d'hommes? C'est scandaleux. Voici le calque original de la planche dessinée par Nelly Paté, n'est-ce pas? On perçoit comment travaillait cette dessinatrice. Elle commençait par un dessin inversé au crayon au dos du calque. Ah, ça c'est une bonne technique. Puis elle retournait son calque et retraçait les dessins avec une encre noire. Alors à quoi on le voit? Je suppose qu'on le voit avec les écritures qui sont au dos du calque. Parce que sinon elle a très bien repassé les traits, donc ça se voit pas des masses. Bref. On constate que les deux dessins de plantes en pied sont recopiés sur Engler. Les détails sont disposés sans ordre très apparent. Donc les deux détails de plantes... Donc c'est ça. C'est recopié de Engler. C'est les mêmes que ceux-ci? Voyons. Ah oui, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Exactement. Exactement. Incroyable. Elle a décalqué. Elle triche. Donc j'en étais où? Blablabla. La planche est imprimée en photogravure sur la même presse que le texte. La finesse du rendu du dessin est moins bonne, mais l'avantage est que les légendes sont juste en dessous de l'image. Dans le texte de sa flore, Mère donne une indication précieuse. Les silicules ne s'ouvrent que mouillées par la pluie. Ah bah tiens. Qu'est-ce qu'une silicule? Silique dont la longueur n'excède pas 3 fois la largeur. Ah, bravo. Et en image? Ah, mais la silicule, c'est une petite silique? Et si elle est tout en bas de la plante, on appelle ça une basilique? T'en veux? Bref. Fruits secs déhiscents dont la cavité porte les graines se divise en deux par une fausse cloison. Par exemple, la silique du chou. Du coup, les siliques, l'illustration absolue, c'est ça, vous connaissez tous, la monnaie du pape, Lunaria Annua, photo par le Muséum de Toulouse, le meilleur muséum de France, évidemment, je suppose. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Et donc une silique, c'est un fruit qui s'ouvre d'une manière bien particulière, et donc une silicule, c'est une petite silique. Jusqu'ici, ça se tient. C'est comme un bol, une bolinette, ça se tient aussi. Du coup, les silicules ne s'ouvrent que mouillées par la pluie. Patience, il n'y a plus à attendre qu'une quarantaine d'années pour que Théodore Monod explique comment les silicules expulsent leurs graines lorsqu'il pleut. Merci Ganouche. D'accord, donc les silicules, c'est quoi? C'est les petites ailes là sur le côté, je suppose? Et encore, je suis pas bien sûr. Planche originale de Monod dans Fruits et graines de Mauritanie. Ça, c'est quelqu'un qui s'est dessiné, quoi. Et qui aime le détail. Oh, il a regardé des grains de pollen aussi au microscope. 2 mm de largeur, magnifique. Au premier abord, le travail de Monod est assez intimidant car le texte est très technique et peu abordable par un non-initié. Ah, c'est moi.
Quant aux dessins, ils sont précis, même s'ils n'ont pas la qualité artistique de Curtis. La lecture de cet ouvrage est d'autant plus ardue que les planches sont regroupées à la fin du livre, donc loin de leur texte, et que les légendes sont imprimées au dos des planches, ce qui était la pire des solutions possibles. On est d'accord. Pourquoi? Parce que ça t'oblige à regarder le dessin, retourner. Oui, alors ce que je regardais, c'était le 12, puis tu reviens... Ah mais non, 12 c'était au-dessus. Alors 11... Non, mais voilà, et c'est fatigant. Mais pour l'explication finale, laissons parler Mono. La rose de Jéricho a très longtemps été considérée comme une plante roulante, sans doute à cause de sa forme en boule à l'état desséché, et au mépris de la solidité de son enracinement et de la puissance de sa racine pivotante. Alors, petite explication en cours de route, les végétaux, pour faire simple, et pour résumer de manière un peu trop résumée, mais quand même, soit ils ont un système racinaire qui est dit traçant, donc en fait un système qui va s'étaler sur en largeur, en cercle tout autour de la plante. Alors que ça soit une herbacée ou un arbre, bah, on va retrouver ce système chez plein de plantes différentes. Les herbacées, je vais dire des bêtises, mais le plantain par exemple, ouais, j'espère que je dis pas de bêtises, a des racines qui sont rayonnantes. Chez les arbres, on va avoir pas mal de résineux qui ont des racines rayonnantes. Et donc, ça explique aussi pourquoi quand il y a des coups de vent, bah, les résineux, ils ont plus tendance à tomber au sol. Et c'est pour ça qu'on voit des chablis. Vous voyez, c'est les arbres tombés au sol qui ont été complètement déracinés. Et à ce moment-là, vous pouvez voir en effet que les racines partent plutôt à l'horizontale. Elles ont pénétré un petit peu à profondeur, mais ensuite elles s'étalent à l'horizontale. Et ça, c'est pas parce que le sol est trop dur, c'est parce que c'est une technique pour aller chercher en fait des ressources. Et vous avez d'autres plantes, alors pareil, hein, des herbacées jusqu'aux arbres, qui eux ont une racine pivotante, n'est-ce pas? C'était où? J'ai perdu. Voilà, solidité de son enracinement et la puissance de sa racine pivotante. Du coup, vous pouvez imaginer une carotte. Voilà, la racine pivotante, c'est une carotte qui va chercher en permanence à descendre beaucoup plus profondément, qui va aussi dans le même temps s'étaler sur la largeur, parce qu'il faut aller récupérer des nutriments et de l'eau sur la plus grande surface possible. Mais par le fait de ce comportement d'aller chercher en profondeur, eh bien on a un ancrage qui est beaucoup plus solide pour les arbres en tout cas, et donc des arbres qui en théorie résistent beaucoup mieux aux coups de vent. Le fait que l'espèce, donc la rose de Jéricho, hein, revenons là-dessus, soit nettement grégaire et pousse souvent en peuplement pur, parfois d'une étonnante densité, suffirait d'ailleurs à établir la téléchorie. La téléchorie, propriété d'une plante qui ne disperse pas ses graines au loin. Fortifiée de plus par les exigences édaphiques de celle-ci. Allez, édaphique, le mot du jour, relatif au sol en tant que milieu biologique. Facteur lié à la nature du sol agissant sur la répartition des espèces végétales. Ça marche mieux, je trouve, comme définition. Faut pas que je perde... Non, faut pas que je perde le fil. Du coup, la pluie intervient dans le... Ah, on est qu'à la moitié, mais c'est super long. La pluie intervient dans le déclenchement de la déhiscence, en provoquant la chute de 2 valves du fruit, chute qui entraînera l'expulsion des 4 graines. On notera à l'intérieur de chaque valve non seulement la protubérance laminaire, servant de support à la graine supérieure, mais, à la base, une lamelle courbe élargie, sur laquelle repose la graine inférieure, et qui, quand la valve basculera vers l'extérieur, en pivotant sur l'ergot basal externe, obligera la graine inférieure et du coup la supérieure à quitter son longement et à tomber à terre. D'accord. On pourrait avoir une vidéo. Qu'est-ce que ça dit? 4 graines, d'accord. À l'intérieur des valves, d'accord. Qui servent de support à la graine supérieure. Mais à la base, il y a un truc rebondi, courbe, qui fait que quand il tombe, ça entraîne la graine du bas, et du coup, il y a la graine du haut qui vient automatiquement. Ouais. En fait, c'est un... Cette plante, c'est un peps. C'était pas un peps? Un pèse. Ouais, un pèse. Un distributeur à pèse. Ouais, je vois que ça, hein. Tu sais, ces trucs-là. Que tu ouvres la tête et pouf, il y a un bonbon qui sort à chaque fois que tu bascules la tête en arrière. Est-ce qu'on peut avoir une vidéo de... Ah, la marque pèse. Ah bah oui, mais... Vidéo virale. Non, mais moi, je veux juste une démonstration. Ça existe, ça.
Démonstration. Pèse bonbon. Non, bien sûr que non. Personne n'a pensé à faire un tutoriel pour utiliser le truc pèse. Bon, j'espère que vous connaissez tous. Mais moi, ça me fait penser à ça. En gros, tu mets la tête en arrière, c'est la petite ligule, là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La lamelle courbe, n'est-ce pas? Et pouf, ça t'éjecte la graine. Incroyable. Planche réorganisée chronologiquement. Les bons vieux pèse. Ah, merci Ganouche. Silicule de profil avec le style, les oreillettes, la ligne de déhiscence, la valve, ainsi que vue de face, la saillie latérobasale. Tout à fait. Silicule face abaxiale. Tout à fait. Silicule en vue apicale. Ah oui, donc ça c'est sur le côté et ça c'est vu du dessus. Oui, donc Ah oui, il a vraiment dessiné les graines sous tous les angles. Et la photographie alors, nom de Zeus? Je mangeais le paquet en entier avant de le mettre dans le machin. Mais quel intérêt si tu peux pas peser à fond? Oula, attention. On va pas se lancer là-dedans. Quels sont les points forts et quels sont les points faibles de la photographie? L'ère du dessin botanique est-elle révolue? La photographie est irremplaçable pour décrire les milieux dans lesquels vit... Ah oui, la photographie est irremplaçable pour décrire les milieux dans lesquels vit une plante. Très bien. Mais attention, une photo ne prouve pas tout, car une plante peut vivre dans différents milieux, évidemment. Très bien, des photos du désert avec les fameuses roses de Jéricho, je suppose. Donc là, quand elles sont hydratées, et là, quand elles sont déshydratées. Oh! Ça fait une très belle photo de plantes désertiques. Je repense au concours photo de Tela Botanica, mais bon, il fait pas l'arbre que je veux. Je crois que je l'ai vu. Je veux prendre en photo pour le concours de ce trimestre. Il n'a pas perdu ses feuilles, alors que le thème, c'est déplumé, quoi. Bref. Très bien, des très belles photos des roses de Jéricho. Une bonne photo peut donner une image immédiatement reconnaissable d'une plante, mais dans certains genres, la photo ne permet pas de distinguer des espèces proches. En effet, la photo peut bien sûr rendre la couleur, la texture, la pilosité d'une plante, mais la photo rend plus difficilement compte des détails intimes d'une fleur ou d'un fruit. Et c'est ça le grand avantage des dessins botaniques, c'est-à-dire que quand on dessine un fruit comme ça, évidemment, on cherche à se rapprocher de la réalité, mais surtout dans la manière de dessiner, on peut mettre en avant certains critères. Certains poils, certains ombrages, certaines formes, on peut appuyer dessus, on peut le mettre en avant à travers un trait qui est plus ou moins épais, etc. etc. Je déteste les gens qui disent etc. etc. Bref, il y a tout un tas de manières pour faire en sorte que dans votre dessin, il y ait le critère d'identification que vous voulez mettre en avant, qui ressorte sans pour autant dénaturer le dessin en lui-même et la totalité de ce que vous représentez. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ah oui, mais elle est très poilue en fait, elle aussi. Ah, évidemment, c'est une plante du désert. Oh. Oh. Incroyable. Voilà, du coup la différence entre une photo et un dessin, c'est que dans la photo, vous avez tout un tas d'informations parasites. Parasites dans le sens où vous ne savez pas si il faut les garder ou pas. Est-ce que la couleur, est-ce que la forme, est-ce que la texture, qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans? Est-ce que les bouts des feuilles qui sont légèrement jaunis ici, c'est important? Est-ce que la nervure centrale, c'est important? Eh bien dans le dessin, vous pouvez le mettre plus ou moins en avant. Vous pouvez même décider, voilà, cette ligne-là, ok, on la voit. Mais est-ce qu'elle a une consistance physique? Est-ce qu'elle a des bordures? Est-ce que c'est juste une couleur? Est-ce que vous voulez le mettre en avant ou est-ce que c'est un détail? Tout ça, c'est un choix du dessinateur. Deux conclusions. Ah oui, dessin botanique, je sais pas pourquoi il a marqué ça. Dessin botanique au trait et photographie sont des outils complémentaires, je suis tout à fait d'accord. La photographie rend parfois des services ambigus à la botanique, car s'il faut beaucoup de temps pour faire un bon dessin, il en suffit très peu pour faire une mauvaise photo. Réfléchissez bien à ça. Ah ben ça y est, c'est fini. Donc participez à l'appel à articles Art et Botanique. Si vous êtes féru du domaine ou si vous avez juste un attrait dans ce domaine-là, n'hésitez pas à proposer des articles à Tela Botanica. Ils cherchent à en publier. 9h42 déjà. Ah bah attendez, on n'aura pas eu le temps de faire 1 milliard d'actualités comme ça avait été prévu et annoncé tout à l'heure. Ah, le retour des oiseaux. Toujours bien ça. Mais j'aimerais quand même qu'on finisse sur ça. Je vous en ai parlé.
Qu'est-ce que c'est? C'est la LPO Auvergne-Rhône-Alpes qui a fait une série web qui s'appelle Les Herpétos Fantastiques. Très étrange. L'histoire ça c'est le projet élaboré par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes et le groupe herpétologique Rhône-Alpes. Alors c'est quoi l'herpétologie au passage? Allô, définition. Du grec ancien herpéton, qui rampe, n'est-ce pas? Branche de l'histoire naturelle qui traite des amphibiens. Voilà, comme ça au moins c'est facile. Donc herpétologie, les amphibiens et les reptiles, pardon. Je n'ai pas lu jusqu'au bout. L'herpétologie, c'est la science qui traite des animaux qui ont une peau visqueuse, hein, une peau comme ça. Du coup, c'est des herpétologues. Voilà. Et le groupe, il est où? Le groupe herpétologique, il y en a dans différentes régions en France. Et comment ça? C'est l'étude de l'air qui sort des fesses? Mais pas du tout. Oh non, c'est fantastique. L'herpétologique. Oh non, non, non. Je sais même pas si on leur a déjà fait une fois. Franchement, je connais pas beaucoup de gens dans ce groupe, mais je vais en appeler une là et je vais lui demander si on a déjà fait cette blague. Blablabla. D'accord, donc je n'ai pas regardé toute la vidéo. Ça va être une surprise. Elle dure 4 minutes 56. C'est parfait, ça nous amènera juste à la pause. Bon, j'ai envie de dire bon courage, accrochez-vous. Je coupe les oiseaux, je mets le son un petit peu plus fort et on est parti. Découverte. Est-ce qu'il y a les sous-titres? Oui. Déjà, il y a l'expiration. Bon, j'ai pas toute la journée, alors on va faire FISA. C'est quoi le programme du jour? Pourquoi vous me regardez comme ça? Bah j'ai demandé le programme du jour et si je ne m'abuse, il me semble que c'est à vous de nous renseigner. Ah, mais moi, vous m'avez fait venir pour prendre des notes, pas pour vous faire un diaporama de 40 slides. Bon, si je peux me permettre une suggestion, puisque visiblement il n'y a rien au menu du jour, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la gestion écologique du parc. Le parc? Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez y foutre? Le gras, c'est la vie. Oh non! Bah, figurez-vous que j'y suis allé ce matin et vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Bah quoi? Bah rien, justement. Pas un lézard des murailles. Les murailles, c'est pas ça qui manque ici. Pas un lézard, et pourtant c'est censé être commun. Et qu'est-ce que vous suggérez? On va redynamiser le bordel. De la biodiversité, bon Dieu. Tiens, machin, vous pourriez pas nous faire un dessin histoire de vous rendre utile? Sur le principe, je peux, mais vous demanderiez ça poliment, ce serait pas plus mal. Bon, commencez déjà par nous faire un jardin classique. Allez-y, déroulez-nous votre histoire de verdure. Bon bah là, par exemple, on pourrait faire une mare. Mais c'est pas vrai! Et le poisson, il débarque comment dans votre mare? Si vous voulez en rajouter des poissons, on en rajoute, hein. Surtout pas! Si vous mettez des poissons, les plantes, elles se font bouffer. L'eau, elle est dégueulasse, et je défie quiconque de trouver quoi que ce soit de vivant après. Le poisson, soit il arrive seul, soit il arrive pas. Je vous cache pas que ça m'arrange, parce que rajouter des carpes, ça nous aurait coûté la peau d'écoille. Vous voulez dire la peau des... Non. Attendez, c'est bien gentil vos histoires de mare, mais c'est pas vous qui allez devoir gérer tous les pecnos qui se plaignent des moustiques. Non mais c'est sûr que si vous faites juste un trou d'eau en plastique, ça va pas rendre. Il faut y mettre des plantes aquatiques locales et de la terre végétale. Les prédateurs vont vite arriver et les moustiques, ils vont pas faire long feu. Dans une mare équilibrée, il n'y a pas de problème de moustiques. Les moustiques, ils préfèrent vivre dans les déchets comme ça. Mais pas vous, Andouille. Mais non, évidemment. Les bidons, les coupelles, les bâches. Je vais quand même pas vous faire la liste de tout ce qui retient de l'eau. Alors là, pour le coup, il a raison. L'écosystème d'une mare se régule naturellement. Je l'ai lu dans un bouquin, c'est passionnant. Tandis que dans un seau, pas de prédateurs. C'est open bar, quoi. On évoquera vos lectures plus tard. Sinon, votre histoire de verdure, ça se résume à une mare? Non, évidemment, l'eau, c'est la base. Vous serez gentil de me dessiner une haie et commencez pas à nous mettre un mur de tuyas ou lauriers. Ce qu'il nous faut, c'est des variétés locales et diversifiées. À la dictature de l'écologie, hein. Tenez, moi, mon oncle de Beaujeu. Il a voulu planter du buddléia sur sa terrasse. Bah ça a tellement poussé et pris le dessus sur tout qu'un jour, il est parti cueillir des pommes au fond du jardin. Il est jamais revenu. Après, pareil qu'il est toujours là. Soit disant que ça fait 2 ans qu'il essaye de couper des plants pour venir à la maison. Voilà, du local, des noisetiers, du sureau, des aubépines, des plantes du coin habituées au climat. Ça résiste mieux. S'il y en a un qui chope la crève, les autres ils sont épargnés. Pas de pandémie.
Les oiseaux, ils trouvent à bouffer, ils ont le gîte et le couvert. Ouais, c'est bien ça. Puis ça nous fera de l'ombre. Puis si c'est bien taillé, ce sera joli. Attention à la taille, on fait pas ça n'importe comment. On taille Très pas bien. des arbres en montée de sève. On prend le temps de laisser les plantes fleurir et monter en graines. Et aux insectes de se reproduire. On attend l'automne. Pour la pelouse, pareil. Et si on met un tas de bois et on mure en pierre sèche, ça fait des abris. Si les bestioles, elles sont pas contentes avec ça, je vous garantis qu'elles sont vraiment difficiles. C'est pas dans mes habitudes d'être d'accord avec vous, mais là je dois admettre, vous m'épatez. Et puis, ça coûtera moins cher. Pas besoin d'insecticides avec tous ces prédateurs. Les mésanges, hérissons, les carabes, les couleuvres, les crapauds. Et Crapio. Et puis, on pourrait leur creuser un abri près de la mare. Ouais, un hibernaculum en somme. Un hiberne à quoi? Un hibernaculum. C'est une sorte d'abri semi-enterré qui sert à beaucoup d'espèces et à toutes les saisons. C'est un crapaud ça? Eh ben mon vieux, va falloir mettre tout ça au propre, hein. Et puis vous me préparez une équipe pour le chantier. Ah! C'est où ça? Et là, la mare. Et lui, c'est qui, là? Bah, c'est notre maître d'œuvre. Vous pouvez pas trouver mieux? Voilà. Bravo. Hibernaculum, hein, le mot du jour. Préparez une bien sûr. équipe pour le chantier. Attendez, Bah, c'est notre maître d'œuvre. je voulais juste voir un petit peu les crédits. Cet endroit est magnifique. Un château avec des murs en cuivre. Scénario, Fabien Dubois, Alexandre Roux. Pas mal. Ah, c'est les vrais noms. Ah, Fabien Dubois, chargé de mission à la LPO. Excusez-moi Fabien, vous avez loupé votre vie. Hein. Selon l'aptonymie, vous auriez dû être forestier. Qu'est-ce que l'aptonymie? C'est quand quelqu'un a un nom de famille qui correspond à son travail. Voilà, je suis un peu déçu, mais ça c'est personnel, c'est mon obsession. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Production et réalisation, très bien. Attendez, il y a un jeu de mots. Pélo Dagan. Grarthur, Carapace, bien sûr, hein. Père Blasius, Viperceval et Gandalf. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a Gandalf qui apparaît. Donc, Marteau Pilon qui dit Génus, exactement, c'est du génie. Et Sacha, l'acting n'est pas ouf, mais ils y mettent tout leur cœur. Ça va encore, je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à pire. Et, vous voulez le meilleur? Ils ont fait une série. Alors, c'est quoi le GHRA? Parce qu'au début, il y avait le... c'est où? Le titre. Voilà. Agir... Mais LPO à gauche, GHRA, groupement herpétologique. Mince, la région, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Non, Rhône-Alpes, tout simplement. GHRA. Et donc, forcément, le gras, GHRA, c'est la vie! Et c'est où? Ça. Il est où le titre? Rien au menu. A perdu le titre. Là. Le GHRA, c'est la vie. Bravo. Du coup, vous avez compris, s'il y a une petite série, il y en a combien à ce jour? 6. Bah, on va se les regarder, une par jour, hein, pour finir à chaque fois la revue de presse. Les prochaines à venir, Le Seigneur des Anours. C'est drôle. La communauté de la mare, bien sûr. Les GR Avengers. C'est drôle. Erpin Black. Oui, ah oui, je suis devant, mais on peut pas descendre. Si, voilà. Erpin Black. Donc, Herpeto, hein, Herp. Jeu de mots. Jeu de mots, c'est mieux. Jurassic GRA. Ouais. Et le GRAP, SOS Serpent, bien sûr. Et bien on regardera ça les prochaines fois. En attendant, il est 9h52, nous allons nous faire une petite pause. J'ai mal au ventre, c'est bien normal ça? Je vais aller chercher de l'eau. Un scalpel au cas où, ça soit une appendicite.